poser des questions dans la section Q&A. Et le but pour moi, ce sera d'essayer d'y répondre, si possible, au fur et à mesure de la séquence ou de la séance, de manière à ce qu'on ait quelque chose du plus, le plus dynamique possible. Et puis, dernier aspect, à la fin de la présentation, bien entendu, on répondra aux questions qui restent. Et puis enfin, comme je suis un petit côté années 80 et que je regardais encore récemment Ready Player One, comme petit easter egg, je vous parlerai dans cette présentation 3 fois de chaos. Ça peut paraître un peu surprenant, mais avec le Kanban, on va pouvoir aborder ce sujet-là. Kanban tout terrain et élastique, en fait, d'où ça vient? C'est parce qu'une fois j'expliquais à mon épouse le fait que pour moi le Kanban c'était vraiment un outil tout terrain parce que je pouvais l'utiliser dans tout un tas d'entreprises avec tout un tas d'équipes et que c'était élastique parce que je pouvais vraiment l'adapter à tout. Et elle m'a dit Kanban tout terrain élastique, jamais entendu, ça veut rien dire. Et donc comme j'ai été un petit peu pris dans ma fierté, dans mon ego de coach agile à la maison, etc., je me suis dit attends, tu vas voir, je vais aller chercher sur Internet. Et tu verras, d'abord, je vais trouver une feuille ou une illustration pour pouvoir démarrer ma présentation. Et puis ensuite, très sincèrement, je pense que j'ai trouvé plein de gens qui ont abordé le sujet de la même manière. Donc, je suis allé voir sur Quant. Et donc, sur Quant, j'ai trouvé des résultats particulièrement éloquents. Donc, comme je me suis dit, c'est pas un moteur de recherche très connu, je vais aller voir sur leurs collègues de DuckDuckGo et je suis tombé à peu près sur le même résultat. Et puis enfin, pour terminer, quand j'ai cherché chez nos amis de Google, que j'essaie de consulter le moins possible, je suis tombé à peu près sur des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce que je voulais dire. Donc, je vais vous présenter cet après-midi, en cette fin d'après-midi, c'est un retour d'expérience et c'est aussi un partage de ce que moi je mets derrière tout terrain et élastique, en sachant que dans mon activité aujourd'hui de coach agile dans les entreprises, ce que je fais, c'est d'appliquer la méthode Kanban et les outils agiles dans des contextes hors informatique. Ça représente à peu près 90% de mon activité de travailler chez des gens qui ne font pas du tout d'informatique. Et j'aurais réussi si, grâce à ça, ça vous donnera envie d'aller tester des choses chez vos collègues d'autres départements ou dans d'autres secteurs et de franchir le pas. Très rapidement, j'ai mis quelques éléments sur qui je suis, mais je dirais qu'à la rigueur, c'est pas forcément le plus important ce qu'on met dans notre CV. C'est plutôt d'autres aspects, je pense, que j'ai envie de partager avec vous. J'ai découvert grâce à mon ophtalmo que j'étais rentré dans la deuxième partie de ma vie puisque je suis devenu presbyte. C'est une très bonne nouvelle. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça m'amène à rentrer dans une phase où je cherche à simplifier au maximum, voire à devenir assez radical dans certaines propositions, et radical, encore une fois, dans l'idée de retourner à la racine, se rapprocher de ce qui est le plus important. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je suis fan de sport de glisse, c'est ce qui m'intéresse, mais surtout, mon grand plaisir, c'est d'aller tester les limites des jeux et des outils que j'ai à disposition. Et c'est l'aspect qu'on va peut-être investiguer un peu plus ensemble, c'est le fait d'aller vraiment pousser les limites des outils dans tout un tas de secteurs. Et puis, l'un des secteurs dans lequel j'ai poussé les limites, c'est d'appliquer des tableaux Kanban et des méthodes agiles aussi au sein de la famille avec les enfants qui faisaient de l'instruction en famille. C'est pour ça que les nouvelles de ces derniers temps m'affectent un petit peu plus que d'autres personnes, mais à savoir qu'on a fait de l'éducation à la maison pendant plusieurs années. Et donc, je vais commencer cette présentation en 2 phases. Une première phase qui va être d'expliquer pourquoi, pour moi, le Kanban est tout-terrain. Et puis, dans la deuxième, je vous expliquerai en quoi il est élastique. Alors, le côté tout-terrain, la première chose qui m'était venue à l'idée, c'est de penser, quand on parle de tout-terrain, la première idée qui vient à l'esprit, c'est des véhicules tout-terrain, véhicules 4x4. Et donc, la première image que j'ai trouvée par rapport à ça, c'était ce magnifique SUV Mercedes qui pouvait représenter un petit peu l'idée de tout-terrain. Et en fait, c'est pas tout à fait ça que j'avais en tête. Et tout simplement parce que quand on est sur ce type de véhicule, en fait, on a besoin quand même de belles autoroutes, d'un asphalte de bonne qualité. Et puis, mine de rien, il y a beaucoup d'électronique. On peut même pas remplacer les phares soi-même. Donc, on est quand même sur un véhicule qui n'est pas si tout-terrain que ça et présente assez peu de possibilités d'autonomie. Si je voulais faire le parallèle avec des éléments qu'on retrouve dans les méthodes agiles, je parlerais par exemple de toutes les techniques de type SAFe, etc. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que SAFe ou DAD ou d'autres choses ne sont pas de qualité ou ne permettent pas de résoudre des problèmes, mais pour moi, ils n'ont pas cette dimension tout-terrain de manière à pouvoir vraiment aller explorer sur tous les territoires.
Et donc là, je vous ai mis un autre exemple de DAD, mais on voit bien encore une fois dans la littérature et la manière de les exposer qu'ils relèvent une certaine complexité, donc ils sont quasiment du niveau SUV. En approfondissant et en allant un petit peu plus loin, je me suis dit, bah, tiens, si on cherche des tout-terrains, il y a quand même d'autres modèles Mercedes. Alors là, je vous en présente un peu plus ancien, type Jeep, vraiment beaucoup plus robuste, beaucoup plus rustique, qui permet quand même d'aller sur beaucoup plus de routes, mais qui nécessite quand même encore en général des chemins, des routes et qui demande du gasoil, qui demande d'aller voir le mécanicien pour pouvoir le réparer. Donc on a gagné en autonomie, on a gagné en capacité à aller en tout-terrain, mais on n'est pas encore exactement dans ce que je dirais un outil tout-terrain. Et si je fais le parallèle dans les méthodes agiles, donc là je mets la petite animation et j'ai un petit peu de retard, mais si je fais le parallèle dans les méthodes agiles, ce qu'on retrouve en fait derrière, c'est un peu la notion de Scrum, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller dans énormément de territoires sur beaucoup d'équipes avec le Scrum, hein, qui est une méthodologie beaucoup plus légère et plus facile à implémenter, mais pour arriver à un niveau d'autonomie important dans les équipes, ça demande quand même encore un certain temps, ça demande pas mal d'efforts, de l'accompagnement, de la participation d'agents externes ou de coachs pour mettre en avant ces techniques-là dans les équipes. Et donc, en poussant un peu ma réflexion, j'ai cherché un dernier outil qui me paraissait vraiment tout terrain et je suis tombé sur ce que M. Macron appellerait le véhicule des Amish. Et en fait, c'est là que ça a résonné en moi parce que, et je dois l'éclaircir, en fait, c'est développer l'agilité et aller la pousser dans tout un tas d'équipes, dans tout un tas de territoires différents, comme des équipes, des experts comptables, aller chez des notaires, faire ça chez des avocats, aller travailler avec des gens qui font du chantier, pousser dans des équipes de contrôle de gestion, etc., marketing, enfin, sur tout un tas de métiers. Pour moi, c'était un peu l'équivalent de faire la conquête de l'Ouest. Et quand on regarde bien finalement, dans la conquête de l'Ouest, le véhicule qui a permis aux colons de traverser les États-Unis de la côte est de Boston et d'atteindre la côte ouest, là où Los Angeles et San Francisco n'étaient pas encore nés, eh bien c'est cette espèce de véhicule rustique. Et en fait, en quoi est-ce qu'il est intéressant? Il est intéressant dans le fait que les personnes pouvaient le réparer elles-mêmes, étaient totalement autonomes pour le faire fonctionner, pouvaient s'autosuffire à eux-mêmes. Il suffisait qu'ils démarrent et qu'ils prennent un chariot ou une diligence au démarrage, et puis ils traversaient les États-Unis à leur rythme, c'est vrai, mais ils ont pu traverser l'ensemble des États-Unis de cette manière-là. Et pour moi, c'est ce qui représente finalement la capacité que représente le Kanban. Le Kanban est un outil qui nous permet d'agir un peu de la même manière sur tout un tas de territoires ou dans tout un tas d'endroits, en allant finalement chercher la capacité à poser des choses et à donner énormément d'autonomie à des équipes dans des territoires qui ne sont ni asphaltés ni pavés. Et quand je dis ni asphalté ni pavé, c'est que la culture agile n'est pas forcément arrivée jusqu'à ces gens-là ou jusqu'à ces publics-là. Et donc, il faut trouver des solutions beaucoup plus robustes, beaucoup plus, beaucoup plus rustiques et simples à mettre en œuvre pour leur permettre de mettre le pied à l'étrier sur l'agilité. Et du coup, ça m'amène à vous expliquer un peu pourquoi je considère que le Kanban est un outil particulièrement rustique. C'est parce qu'il repose finalement, comme dans tous les systèmes auto-organisés, il repose sur 3 piliers ou 3 règles du jeu principales. La première, comme vous le voyez sur la gauche, c'est le fait qu'on utilise un tableau visuel. On cherche à voir le travail, à voir les séquences de tâches, les activités et la manière dont on les organise les uns avec les autres. Et au travers de ce tableau, ce qu'on obtient, c'est une représentation du territoire. Et cette représentation du territoire de travail pour un groupe ou pour une équipe nous permet du coup de travailler la transparence et donc de renforcer des capacités de lucidité et de confiance. Lucidité, je rappelle, c'est notre capacité à pouvoir voir la situation et la réalité telle qu'elle est. Et c'est une qualité qui est extrêmement importante, je trouve, dans ces périodes un peu incertaines et un peu turbulentes que nous vivons actuellement. Le deuxième pilier, c'est le fait que quand on va mettre en place un tableau visuel et un tableau de suivi d'activité et de travail, on va venir l'animer avec un rituel, donc le fameux stand-up meeting. Là, on voit par exemple des équipes mixtes marketing, achat, commerce qui travaillent ensemble sur les mêmes campagnes marketing. Et donc, où on va mettant en place ce stand-up meeting et cette mécanique d'état d'avancement et de dialogue, de conversation entre les gens, ce qu'on met en place, c'est un rituel. Et donc, ce rituel crée un espace de dialogue et un espace de partage entre les équipes.
Et ça nous permet d'activer notamment deux éléments importants dans le fonctionnement des équipes. C'est des notions de solidarité, d'appel à l'aide les uns envers les autres, et puis des notions de récompense. Et notamment une récompense qui va être relativement permanente puisqu'on aura la reconnaissance d'avoir terminé nos activités. Et le troisième pilier, qui est souvent celui qu'on oublie d'ailleurs quand on met en place des méthodes agiles ou du Kanban, c'est le fait qu'on va mettre en place donc des rétrospectives qui sont connues, je pense, par la plupart d'entre vous, donc les techniques d'amélioration continue. Et ce qu'on permet de générer au travers de ça, c'est une assemblée dans laquelle on va pouvoir discuter de ce qui fonctionne bien, de ce qui ne fonctionne pas bien. Ça nous permet donc de générer un espace d'apprentissage et de partage et surtout de travailler sur le sentiment d'appartenance et la prise d'initiative à l'intérieur des équipes. Et donc, ces trois règles du jeu simples qui permettent de constituer le Kanban, qui sont des règles d'auto-organisation finalement, permettent d'avoir un outil qui est très rustique, qui est robuste et qui va permettre du coup de s'implanter assez facilement sur un grand nombre de territoires très variés. Je rappelle juste la base du tableau Kanban quand on est en gestion de projet. On a donc une zone qui s'appelle le backlog qui va nous permettre de voir du coup ici la zone dans laquelle on va mettre les tâches à réaliser, les projets à faire, les choses comme ça. Une deuxième zone importante, c'est le next please qui est ici. Ce next please qui nous intéresse, c'est de prioriser. Et c'est vrai que c'est un des éléments aussi qu'on a tendance à oublier dans la gestion du Kanban, mais la priorisation est particulièrement importante. Et puis la zone ici de doing ou d'en cours, sur quoi on est en train de bosser, la zone de done, ce qui est terminé, et le fameux parking où on va mettre les choses qui ne fonctionnent pas. Donc là, on est, je dirais, sur un tableau Kanban qui est relativement basique, la base. Et je vais vous donner aussi une lecture émotionnelle de ce tableau, et c'est pour ça, pour moi aussi, qu'il est particulièrement tout-terrain. C'est parce qu'il ne fait pas que représenter une réalité rationnelle, mais il permet aussi d'avoir une gestion émotionnelle du groupe. Ici, dans le backlog, ce qu'on va avoir, c'est une zone de décharge mentale. C'est-à-dire que les gens vont retirer de leur tête les choses qu'ils ont à faire et vont pouvoir les poser ici. Et je mets en parallèle la décharge mentale avec la surcharge mentale, le fait que quand on accumule un certain nombre de choses dans notre tête et qu'on n'arrive plus à forcément faire face à ça, on peut se retrouver en surcharge mentale, en stress. Donc l'idée là, c'est que le collectif, l'équipe, peut venir poser toutes ces idées ici. Le deuxième aspect important, c'est la zone de priorisation. C'est une zone que j'appelle moi de sécurité émotionnelle. Il faut savoir que dans n'importe quelle équipe, le fait de bien prioriser les activités va leur apporter un grand niveau de sécurité dans leur mode de fonctionnement les uns avec les autres, et que c'est l'espace dans lequel le manager a un rôle particulièrement important d'apporter cette sécurité au groupe. Le troisième espace, c'est celui qui permet d'avoir du focus et de la concentration, puisque du coup, on n'est concentré que sur les choses qu'on a à faire. D'ailleurs, dans ce tableau, je ne sais pas si certains ont remarqué, mais il est un peu surchargé dans la zone de doing. On n'a pas forcément bien réussi à respecter certaines limites de focus et de concentration. Et le rôle du parking est particulièrement important parce que quand on parle de solidarité, c'est celui qui va permettre l'appel à l'aide. Et enfin, le done, la zone de tâches finies, c'est celui qui permet la reconnaissance et notamment, grâce au stand-up meeting, la reconnaissance du groupe. Alors, reconnaissance qui est implicite, on ne va pas forcément dire merci ou bravo à chaque fois, mais le simple fait de lier la parole à l'acte et au geste de bouger le post-it d'une zone à l'autre va renforcer ces sentiments de reconnaissance ou ces sentiments de récompense qu'on peut avoir par rapport au groupe. Petit rappel, donc comme je vous le disais, dans le Kanban, ce qu'il faut faire, c'est réussir aussi à limiter le WIP, c'est-à-dire le work in progress. On a donc ici un exemple flagrant de tableau Kanban qui, visiblement, ne fonctionne pas très bien puisqu'on est dans une situation dans laquelle on surcharge complètement l'activité ou le travail des uns et des autres. Mais ça, c'était plus pour la blague. Et puis, dernier petit aspect, et c'est, je vous invite à vous renseigner sur les aspects, sur tout ce qu'on appelle le framework ou le diagramme Cuneiforme. C'est un diagramme qui explique et qui relate les types de processus et les types d'organisation qu'on va avoir dans les groupes humains. Et donc, dans les groupes humains, on va avoir grosso modo 4 grands types d'organisations qui vont se mettre en place. On va avoir sur la partie supérieure et en gris foncé des types d'organisations dits prédictifs ou sur lesquels on va avoir tendance à vouloir manœuvrer et connaître des paramètres et les activer pour pouvoir obtenir des résultats. Et en général, on a des liens de causalité entre les paramètres qu'on bouge et les résultats qu'on obtient. La différence entre le compliqué et le simple, ça va être principalement que dans le compliqué, on a énormément de paramètres à gérer, alors que dans un système simple, on en a très peu.
Et ce que vous voyez également dans l'altitude, c'est que le coût de maintien d'un système compliqué est moins élevé parce qu'on a beaucoup moins de niveaux. Là, vous voyez, l'altitude n'est pas la même que dans un système simple où le niveau d'altitude demandé et le niveau d'effort demandé pour maintenir un système simple est beaucoup plus important. Et puis de l'autre côté, on rentre dans des systèmes dits non prédictifs dans lesquels le niveau d'inconnu ou d'incertitude est plus important. Là, on a la partie complexe, donc un système dans lequel, en général, 3 ou 4 grandes règles vont permettre de faire fonctionner ce système-là. La plupart des systèmes vivants sont complexes. Il y a tout un tas de paramètres qu'on connaît, d'autres paramètres qu'on connaît moins. Et le résultat quand on active certains paramètres ou quand on prend certaines décisions, le résultat ne va pas être le résultat direct de ce qu'on active, mais va être quelquefois impacté par des boucles d'action ou de rétroaction. Et puis, on a ici la partie chaotique où la connaissance du nombre de paramètres est beaucoup plus faible. Et ce qui est intéressant avec le Kanban, c'est que, en fait, le Kanban permet, de travailler dans des environnements complexes, forcément, de par sa nature générale, puisqu'il fonctionne sur 3 règles principales. Donc, il va nous permettre de gérer des niveaux complexes, mais il va également nous permettre de gérer des situations chaotiques. Par exemple, quand on met en place un système informatique, donc en tant qu'ancien directeur informatique, c'est ce que j'ai pu vivre, quand on met en place un système informatique, en général, dans les premiers jours, on a une situation un peu chaotique à laquelle il faut répondre, mais le Kanban apporte une réponse assez intéressante à cette situation-là. Et de ce que j'ai pu vivre dans des équipes qui ont des fonctionnements compliqués, donc usines, ateliers, mais également, je dirais, quand vous allez chez des experts comptables, ils ont un mode de fonctionnement qui est compliqué. Le Kanban s'adapte bien, et même dans des systèmes simples, on peut remettre du Kanban également. Et donc, le côté tout-terrain le côté tout-terrain du Kanban et le fait qu'il est adaptable à peu près dans tous les environnements possibles qu'on peut rencontrer, dans tous les systèmes d'organisation qu'on peut avoir. Si je vais un peu au-delà de ça, et donc c'est la première conclusion par rapport à cet aspect-là, c'est qu'on a donc un outil qui peut être utilisé grâce à sa rusticité, à sa robustesse, qui peut être utilisé à peu près dans tous les environnements et dans tous les types d'environnements. Et le deuxième aspect que je vais essayer d'aborder avec vous, c'est son élasticité, c'est-à-dire de quelle manière en fait cet outil-là peut être tordu, tiré, etc., pour répondre à besoin d'adaptation qu'on peut avoir. Petit rappel physique, l'élasticité, c'est le fait que quand on applique une contrainte à une matière, pendant une certaine période, en fait, il va se déformer de manière linéaire par rapport à la contrainte, et à un moment donné, il va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle une déformation plastique, c'est-à-dire que si je lui applique trop de déformation, trop de contraintes, sa déformation ne va plus être linéaire, on peut même avoir à un moment donné une rupture. Pourquoi je vous montre ça? Parce que dans ce que je vais vous expliquer derrière sur tous les paramètres et tous les leviers qu'on peut activer sur le Kanban, c'est intéressant d'en activer en général 2, 3, 4, 5, mais à partir où j'essaie de tout appliquer sur un même tableau, à un moment donné, les outils ou le côté visuel du tableau Kanban que je vais pouvoir appliquer ne va plus du tout fonctionner et on va avoir atteint les limites ou une zone de déformation du Kanban qui fait qu'il ne sera plus utilisable ou intéressant pour les gens qu'on a en face de nous. Et du coup, ici, je vous mets un peu la liste des degrés de liberté ou des marges de manœuvre qu'on peut utiliser dans un Kanban. Alors, c'est pas exhaustif, c'est ceux que moi j'ai expérimenté dans les 7 dernières années. Et je vais essayer de les passer les uns derrière les autres en vous expliquant un peu comment on a pu les utiliser dans différents secteurs. Et donc, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout un tas d'exemples sur lesquels on a pu utiliser le Kanban dans des secteurs qui étaient très divers et variés. Première chose, et ça c'est assez connu en général, l'utilisation des marques et des couleurs qui nous permettent du coup de pouvoir distinguer, ici dans ce cas-là par exemple, la couleur va nous permettre de distinguer le demandeur, c'est-à-dire qui est à l'origine de la demande par rapport à une équipe, et puis les marques, donc vous voyez les petites gommettes, les post-it, mais quelquefois des gens vont utiliser des avatars également, ça nous permet de suivre qui travaille sur cette activité. Donc ça c'est une technique qui est relativement simple, mais qui pose une exigence de légende, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que n'importe qui en arrivant sur ce tableau puisse pouvoir le lire sans se poser la question de à quoi correspond la gommette jaune ou la couleur mauve d'un post-it. Donc là, on voit encore une fois le pour qui, et ici, ça nous permet de distinguer le qui. Ça marche? Ensuite, quand on va avancer un petit peu, on va pouvoir jouer sur les colonnes. Donc là, quand je vous ai montré le tableau de base, on a vu que dans le tableau de base, on avait des colonnes assez simples, hein, backlog, priorité,
en cours, parking est fini. Mais dans certains métiers, ces colonnes-là ne permettent pas de répondre à l'attente. Ici, vous avez deux exemples. Vous avez ici, de ce côté-ci, un exemple de marketing où les gens ont changé les colonnes et donc on décrit au travers de chaque colonne le type d'activité qu'ils allaient avoir à faire passer à leur travail pour pouvoir déterminer comment ils avançaient. Et on voit bien qu'il y a un très grand type d'activité. Et eux, d'ailleurs, ils ont choisi de mettre un avatar pour déterminer qui s'occupait de quoi. Et donc, ça leur permet d'organiser leur travail du début à la fin. Ici, en RH, on a le même principe où chaque colonne correspond à un niveau d'avancement, notamment ici des recrutements. Donc, demande de recrutement, sourcing, validation RH. Ensuite, on envoie la demande sur le net pour faire revenir les candidatures, etc. Ce qu'il y a d'intéressant dans les colonnes, c'est que la construction des colonnes va permettre aux gens, du coup, de comprendre mieux leur process et de mieux le suivre. Mais également, le fait de bien travailler sur le début à la fin va leur permettre d'avoir accès à des prises de conscience. Et notamment sur les RH, des changements de comportement, comme par exemple, ils ont fait évoluer la fin de leur Kanban. Ils avaient mis, par exemple, en fin de Kanban, le fait qu'ils avaient terminé leur travail quand la personne était intégrée à son poste. Et le jour où ils ont considéré que leur recrutement se termine, ils ont rajouté une colonne avec entretien à 6 mois. Ils se sont beaucoup plus préoccupés de recruter bien que de recruter vite. Et ça, avec le simple fait de rajouter cette colonne en fin qui leur indiquait la fin d'un recrutement, c'est quand la personne, au bout de 6 mois, a envie de rester et que nous avons envie qu'elle reste également. Donc, le fait de bien jouer sur les débuts et les fins de ces tableaux-là peut avoir un impact assez fort sur la manière dont une équipe va ressentir son territoire de travail ou son véritable objectif de travail. Si je continue un petit peu dans les colonnes, ici, je vous montre cet exemple-là aussi qui est vraiment très basique, mais je le montre principalement par rapport au fait qu'à côté du parking, on avait rajouté également une case abandon. Et on l'avait fait pour une équipe qui était en surcharge et qui avait énormément de mal à trier ses activités. Et le simple fait de visualiser et d'exprimer le droit à l'abandon leur a permis de pouvoir commencer à vider un certain nombre d'éléments, à faire des choix, de dire ces choses-là, on ne les fait plus parce qu'on n'est plus en mesure de pouvoir les réaliser. Donc encore une fois, l'impact des colonnes est assez important dans le fait de vouloir aider les gens à un moment donné à prendre un certain nombre de décisions. Vous voyez également ici, ils avaient rajouté une colonne récurrent pour pouvoir permettre de voir tout le travail répétitif et ce sur quoi ça pouvait mériter d'agir et de travailler pour réduire cet impact-là. Abandon. Ensuite, les lignes. Donc les lignes, forcément, on connaît ça. On sait que dans notre métier, on va pouvoir travailler sur les lignes en mettant, par exemple, des incidents, des projets, des évolutions. Dans les métiers, par exemple, comme ici, sur des tableaux d'experts comptables, dans ces métiers-là, on va organiser les lignes par type d'activité. Donc, vous avez ici, par exemple, sur des experts comptables qui travaillaient dans de l'activité agricole, vous avez leur prestat agricole, la gestion de la PAC, les études économiques, etc. Donc, ça leur a permis de visualiser quelles étaient les activités qui fonctionnaient le mieux. Et ici, par rapport à des gens qui fonctionnent avec des portefeuilles, une ligne représente une personne, puisqu'effectivement, elle travaille avec un portefeuille défini, mais ce qui n'empêchait pas ensuite des mouvements de portefeuille d'une ligne à l'autre dans des phénomènes de solidarité ou d'entraide entre collègues. Le fait de travailler également par ligne, ça permettait, et par personne, avec une personne par ligne, ça leur permettait de mieux évaluer la charge de travail et les effets d'engorgement par collaborateur. Et donc là, on est sur des exemples qui touchent des experts comptables. Également, souvent, on parle quand on fait du Scrum, on a le backlog et ensuite on va travailler sur notre tableau. Une fois qu'on a fait la planification, on a notre tableau. Une manière d'organiser le backlog et le même effet de backlog comme dans un Scrum, c'est le mode calendrier. Et là, vous avez par exemple un exemple des RH qui organisaient et planifiaient tout leur travail avec les instances représentatives du personnel, suivant tous les mois et les rendez-vous qu'ils avaient à faire. Et ça venait alimenter ensuite un Kanban pour leur permettre de bien planifier leur activité et leur mode de travail. Donc, vous avez ici un exemple, encore une fois, RH. Et quand on passe ensuite sur une équipe, par exemple, qui faisait du stylisme et de la création de collections dans la mode et dans le prêt-à-porter, ici, ils avaient créé en fait le tableau avec l'ensemble de leurs activités sur un semestre
et les couleurs représentaient les différents métiers qui étaient impactés. Ça leur permettait de voir à quelle période ils avaient le droit de prendre du retard et à quelle période ils n'avaient pas le droit de prendre du retard. Et encore une fois, ce mode calendrier, ça permet quoi? Ça permet de pouvoir alimenter ensuite un Kanban beaucoup plus fin dans lequel on va retrouver le prioritaire, en cours et terminé. Si on avance un petit peu, ici, autre mode de fonctionnement et autre type de Kanban qu'on peut mettre en place, c'est ce qu'on appelle le suivi d'état. Alors, le suivi d'état, ça consiste à quoi? Ça consiste en quoi? Ça consiste en réussir à représenter l'avancement alors que les activités ne sont pas séquentielles. Alors, je m'explique rapidement. Ici, par exemple, pour chaque… alors ça, ce sont des portants qui doivent être gérés. Et pour chaque portant qui doit être géré, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il se pouvait très bien que ça se soit fait avant ça ou avant ça. Et donc, plusieurs équipes pouvaient très bien travailler en parallèle les unes par rapport aux autres sur ce tableau-là. Donc, je ne pouvais pas faire avancer le portant d'une colonne à l'autre de manière simple. Je devais absolument visualiser l'état d'avancement de chaque tâche par rapport à mon activité. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir visualiser avec des comètes de couleurs ce qui est en cours ou ce qui est fini et de pouvoir repérer quel est l'état d'avancement des portants. Là, par exemple, la gommette indique qu'on a démarré et ici, c'est marqué fait, donc ça indique qu'on a fini. Donc là, on est dans un mode de fonctionnement un petit peu différent parce que plutôt que de faire avancer un post-it d'une colonne à l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais figer mon activité en démarrage de tableau et ensuite, je vais venir représenter l'avancement avec des gommettes. Vous avez un autre exemple de ce type-là, où là, c'était des activités qui concernaient le développement de chaque produit, et on voit les acteurs et les tâches qu'ils ont à réaliser. Et ici, on met quand est-ce que c'est terminé, et ici, quand est-ce que c'est démarré, par exemple. Donc là, on voit que c'est démarré, là, on voit que c'est terminé, et on va pouvoir remplir au fur et à mesure et marquer l'avancement de ces tâches-là. Et ce type de tableau, l'énorme avantage également, c'est qu'il peut nous permettre de faire de la mesure de la qualité. Donc là, on a le même principe. Ça, c'était sur des activités web, donc des gens qui devaient proposer des produits en l'espace de 3 semaines entre le moment où on pense le produit et le moment où il doit arriver en vente sur des pages web. Et en fait, le type de gommette de couleur ici permettait de voir à un moment donné si ça s'était bien passé ou pas. Le vert, ça s'est bien passé. Le orange, ça s'est moyennement passé. Et le rose, ça s'est très mal passé. Et ici, ça permettait notamment à ces équipes de repérer très, très rapidement quelles étaient les activités qui, visiblement, n'avaient pas fonctionné. Et dans le cadre de l'amélioration continue, c'est des outils qui sont intéressants pour provoquer des réactions. Et vous voyez ici, par exemple, cette activité-là a posé énormément de problèmes à l'ensemble de nos équipes, à l'ensemble de l'activité. Si on continue et quand on est dans ce mode de fonctionnement séquentiel, on a travaillé aussi avec certaines équipes sur des Kanban dits automatisés parce que les tâches sont répétitives et que le fait de devoir bouger des post-it ou valider des tâches les unes derrière les autres leur paraissait un petit peu rédhibitoire et d'écrire des post-it, ça leur paraissait trop lourd. Donc, ils ont développé, dans certains cas, par exemple, pour de l'email marketing, ils ont développé la liste de tous les emailing qu'ils devaient faire. Et ensuite, ça permettait à chacun de dire, ben voilà, c'est terminé, on a avancé, c'est fait. Et la même chose ici en bas pour de la réalisation de catalogue où chaque page ici représente une double page de catalogue et permet de dire quelle tâche a été réalisée, est-ce qu'on a avancé, est-ce que ça a été fait, etc. Et de pouvoir visualiser assez rapidement l'état d'avancement de la production du catalogue. La même logique en logistique, où là, on voit par exemple que toutes les préparations sont posées et on va ensuite venir mettre ici une priorité. Donc là, c'est la préparation 1 à faire, la préparation 2, puis venir mettre ensuite un état d'avancement avec qui a fait quoi. Et on a également la même logique pour de la production de TVA chez des experts comptables. Donc pareil, ils ont toute la liste de leurs clients qui sont ici. Ils ont ici les 4 ou 5 tâches à réaliser et l'avancement des gommettes permet de dire où est-ce qu'on en est, qui a terminé, etc. Donc, on retrouve encore une fois des applications qui permettent de simplifier très largement parce que le gros enjeu sur ces équipes-là, c'était de devoir faire un post-it pour fonctionner là-dessus. Alors, il y a une question qui est arrivée, c'est comment est-ce que j'ai réussi à me défaire de l'étiquette IT et arriver à joindre des RH ou d'autres? En fait,
comment est-ce que je peux dire ça? C'est arrivé par hasard, c'est-à-dire que j'étais directeur IT quand j'ai mis en place du Kanban et du Scrum dans mes équipes, et c'est parce que d'autres équipes, d'autres départements, donc achat, logistique, marketing, sont venus me voir en disant « Ah, ce que vous faites, c'est sympa », qu'on a commencé à essayer de le mettre en place chez les autres. Et donc, c'est le fait d'avoir mis en place chez d'autres avant d'être consultant, et donc d'avoir fait ça chez d'autres, dans d'autres équipes, qui m'a permis, quand je me suis mis consultant, de pouvoir dire que j'avais déjà une expérience dans d'autres domaines. Mais je dirais que c'est plus ou moins le hasard. Et en fait, en tant que consultant, je me suis toujours présenté comme un coach agile, mais pas comme un coach informatique. Donc, c'était une étiquette que j'ai mis dès le départ. Et ça relève de quoi? Ça relève d'une analyse très rapide du marché, c'est-à-dire que, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez lire d'ailleurs L'Océan Bleu. L'Océan Bleu, c'est un livre qui explique que de temps en temps, plutôt que de rentrer dans la nasse avec tout le monde et d'essayer de lutter sur les mêmes territoires, ça peut être intéressant d'aller explorer de nouveaux territoires et donc de se démarquer. Et en fait, mon analyse, ça avait été, si j'essaie de faire de l'agilité en informatique, je vais me retrouver comme tout le monde. Donc, j'ai essayé dès le départ de faire de l'agilité en dehors de l'informatique. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Vincent, mais du moins, c'est ce que j'ai essayé de vivre à ce niveau-là. Là, je vous montre un autre exemple, c'est le Kanban plan. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer l'état d'avancement au travers des gommettes de couleurs. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que ces équipes qui faisaient des produits avaient besoin de visualiser un ensemble de produits ensemble. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de voir la cohérence de ce qu'ils faisaient avec ces produits, parce que tous ces produits étaient cohérents les uns avec les autres. Et donc là, le jaune veut dire que l'étape jaune est faite, le vert veut dire que l'étape verte est faite, le orange que l'étape orange est faite. Et ensuite, les post-it venaient représenter des actions de correction ou des actions ponctuelles qu'il fallait mener, ou quelquefois des actions urgentes à réaliser pour éviter de rentrer en retard. Donc là, on a l'exemple d'une équipe qui fonctionnait plutôt bien. Je répondrai à Yannick après. On a des exemples qui fonctionnent plutôt bien. Et là, vous voyez par exemple l'exemple d'une équipe qui, à un moment donné, était en situation de crise. Alors, il faut savoir que c'est d'ailleurs l'équipe qui m'a permis de tester ce type de Kanban avec eux, parce qu'ils étaient arrivés à une situation très problématique. Alors, je répondrai à la question du Kanban physique et travail à distance après. Mais c'est bien noté, Laurent. J'y répondrai effectivement. Donc, on a pu voir effectivement, on voit l'impact effectivement très fort de ces tableaux-là. Et que cette équipe-là était en crise, et ça leur a permis notamment de mettre en place à côté un Kanban physique pour gérer les priorités sur les actions qui leur paraissaient les plus importantes. Et là, certains ont développé une version mixte entre le Kanban et le plan. Alors ça, ils ont fait ça, j'étais même pas là, ils m'ont envoyé la photo un an après que je sois passé chez eux pour montrer qu'ils avaient changé leur manière de fonctionner. Donc vous voyez ensuite qu'on peut faire des variantes et des mix, puisqu'ils déplacent une partie de leurs produits, mais à un moment donné, ils mettent des gommettes de couleur pour signaler l'avancement ou des tâches qui sont réalisées par certains. On peut jouer aussi sur le contenu des cartes, hein, c'est-à-dire que dans le contenu des cartes, on va avoir par exemple, on va pouvoir jouer sur des couleurs par type d'activité, on en a parlé, on va pouvoir mettre des dates limites, des dates de suivi, des états intermédiaires. Donc là, vous voyez par exemple, il y a tout un tas d'états intermédiaires. Là, c'était pour de la réalisation de photos pour des catalogues et pour du web. Et donc, on voit les états intermédiaires de la préparation de ce qu'ils appellent les portants, c'est-à-dire que quand ils envoient en photo, ils envoient toute une série de produits en même temps à la photographie avec les mannequins. Et donc, du coup, là, ils géraient l'organisation de leurs portants et ils mettaient également des dates de réalisation pour valider le fonctionnement. On peut faire également de la statistique. Donc là, vous voyez en RH, par exemple, ils avaient décidé de mettre à un moment donné le nombre d'entretiens réalisés et le nombre de candidatures reçues pour valider que ce qu'ils faisaient fonctionnait bien. Et puis un dernier truc, une dernière technique qu'on a utilisée, c'est l'appel à l'aide. Et l'appel à l'aide, ça a été fait au travers de cœurs, c'est-à-dire que chaque personne dans l'équipe avait le droit de venir poser un cœur sur une activité à un moment donné pour dire « j'ai besoin de l'aide de mon manager pour pouvoir avancer ». Donc voilà ensuite tout un tas de choses qu'on peut mettre en place pour faire fonctionner ces aspects-là. Et puis derrière, ça c'est intéressant aussi, c'est dans une même équipe, on a déployé plusieurs Kanban parce que les personnes étaient dans la même équipe mais avaient des activités très différentes. Et donc ça leur permettait de garder une notion de communauté tout en différenciant leur mode de fonctionnement. Et puis la dernière chose, celui qui m'a le plus plu, c'est le Kanban fractal, puisque le Kanban fractal, c'est ce qui nous permet de faire un mini Kanban à l'intérieur de chaque post-it, alors qu'on a bien la gestion du Kanban sur l'ensemble, avec le démarré et le fini. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que donc la fréquence, je vous en parle pas, c'est pas forcément le plus important.
Mais on peut avoir tout un tas de fréquences qui se mettent en place, du bi-quotidien, quotidien, bi-hebdomadaire, l'hebdomadaire, etc. Et derrière, ça peut nous servir aussi pour mettre en place ce qu'on appelle du management visuel. Donc là, le Kanban, c'est juste l'outil d'amélioration continue des équipes pour voir ce qu'ils avancent, mais tout le reste, et ça c'est une équipe de call center, tout le reste, c'est ce qui leur permet de mettre du management visuel. Et là, vous avez par exemple derrière, c'est un Kanban de développement des compétences à l'intérieur d'une équipe où les gens se sont auto-évalués, on est nul par rapport à cette compétence-là, on est bof, on est moyen, on est expert. Et donc, ça leur a permis de développer au fur et à mesure leur manière de fonctionner les uns avec les autres ou d'organiser leurs astreintes, leur planning à l'intérieur de l'équipe. Donc, vous voyez que l'idée, c'est de pouvoir développer ces aspects-là. Je vous montre d'autres exemples que vous pourrez consulter derrière, gestion des cailloux ou des obstacles, etc. Où démarrer, ça c'est intéressant, c'est de voir à un moment donné comment est-ce que, d'analyser rapidement où est-ce que j'ai des tensions et donc de pouvoir, en termes de gestion du changement, c'est intéressant d'aller se poser la question, là où j'ai des tensions, ça m'intéresse de pouvoir aller commencer à travailler sur ces aspects-là et venir poser des Kanban là où j'ai des situations de crise. Ce que j'ai noté en termes de gestion du changement, c'est que c'est ce qui nous permet de déployer le plus vite ces outils-là. Autre aspect également, c'est dans le fait de démarrer, c'est d'appliquer l'agilité à la mise en place de l'agilité. Donc, de dire à un moment donné, je démarre toujours dans ces équipes-là, et ce sont des formats d'une demi-journée. Hein. Je démarre toujours dans ces équipes-là avec soit une VSM, donc une analyse de processus, soit une rétrospective, un bateau, un speedboat, ce que vous voulez. Ça permet d'écouter le besoin, d'exprimer les émotions, d'avoir une prise de conscience et de définir les attentes. Et du coup, on construit le Kanban par rapport à leurs attentes. Et donc, ça, ensuite, dans le Kanban, ce qu'on va essayer de travailler, c'est la prise de pouvoir, la personnalisation, le confort et l'esthétique. Et dans une deuxième vague seulement, on va commencer à former des référents, des pilotes et mettre en place une communauté de pratique. Il me semble d'ailleurs que dans la conférence précédente, on avait parlé beaucoup de cet aspect communauté de pratique. Ça, je vais le passer parce que je pense que c'est plus intéressant de répondre aux questions. Et puis, le dernier aspect que je voulais aborder avec vous, c'est en termes de Kanban et d'innovation. Et ça, c'est le dernier petit clin d'œil à la gestion du chaos. C'est que quand on parle de chaos, en fait, on va avoir, selon le niveau de contrainte que je vais mettre sur les équipes ou le niveau de liberté que je vais leur donner, je vais avoir ce qu'on appelle une zone d'extinction. Donc, plus j'augmente les contraintes, plus il y a de chances qu'on rentre en phase d'extinction. On va avoir une zone de conservation, c'est-à-dire qu'on stabilise, on reste, on pantoufle, entre guillemets. On a une zone de croissance où on développe de nouvelles idées. Et puis, on va avoir une zone de bifurcation. Et c'est là que la plus grande partie de la créativité s'exprime. Et là, après, on rentre dans le désordre. Et le Kanban, si je laisse les équipes le personnaliser, va permettre en fait d'aider à développer une certaine forme de créativité, d'innovation pour atteindre cette partie, cette fameuse zone de bifurcation où une grande part de nouvelles idées peuvent apparaître. Et donc l'électronique. Alors, la très grande majorité des exemples présentent des tableaux physiques. Quel est l'impact du travail à distance, puissance visuelle de Kanban? Alors, très sincèrement, ce que j'ai constaté, c'est qu'on pouvait pallier aux aspects, à la perte d'impact avec le travail à distance, on pouvait pallier avec des outils de type Trello, avec tout un tas d'outils de type aussi Mural que je commence à développer pour du management visuel. Il y en a certains qui connaissent peut-être Iobeya aussi, qui permet aussi de créer des espaces visuels de travail avec du management visuel, du suivi d'indicateurs, etc. Donc, il y a tout un tas d'outils électroniques qui permettent de pallier ça. Il n'empêche, pour moi, ça reste, pour répondre à ta question, ça reste une très grande... Ça reste juste une compensation. Je n'ai pas réussi, et notamment sur le déploiement sur d'autres équipes, je n'ai pas réussi à atteindre la même puissance et notamment la même élasticité avec l'électronique qu'avec le Kanban physique. Et donc, pour moi, aujourd'hui, ça reste une forme de souffrance et mon grand désir, c'est de retourner le plus vite possible à du présentiel, du physique pour retrouver cette capacité cette élasticité et cette capacité tout-terrain. Et je rappelle encore une fois, les outils électroniques permettent de pallier, permettent de conserver un contact, etc. Ont permis notamment sur des équipes d'experts comptables, de marketing, de continuer à travailler en mettant des suivis de ce type-là. Mais il y a toute une part d'applications qui sont perdues parce que je n'ai pas réussi à retrouver la manière de bien faire fonctionner. Donc, mon souhait, c'est vraiment de retrouver le côté électronique. J'essaie de descendre sur l'autre question. Je suis un peu paumé. Oui, excusez-moi. Autre question pour un Trello Iobeya. Alors, j'ai pas compris. L'outil s'appelle Iobeya. Je vais l'écrire dans le chat, comme ça vous le trouverez. Iobeya, c'est un outil qui permet de faire Obeya, c'est un outil qui permet de faire du management visuel
en format électronique. Donc, je l'ai mis dans le chat. Oui, merci, Élise. Super. Donc, IOBEA, c'est ce qu'on a dans le chat, c'est ce qui permet de le faire. Et donc, pour un service support, un Kanban est idéal avec un post-it, un ticket client, couleur rouge, ticket à traiter. Oui, exactement. Alors, Yannick, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais je partage. Dans un service support, le fait de mettre un Kanban, c'est super. Un post-it et un ticket client, c'est exactement ça. Et la couleur rouge, ça permet de gérer les incidents et notamment de traiter, par exemple, des criticités d'incidents. Ce qu'on pratique d'ailleurs dans les services support et ce que j'aime bien faire, c'est aussi mettre des règles du jeu sur qu'est-ce que ça veut dire critique et de ne pas mettre seulement les niveaux de criticité avec des gommettes de couleurs ou avec des couleurs, mais également de clarifier et de discuter avec l'équipe les règles du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire critique? Qu'est-ce qui nous permet de déterminer que c'est critique? Et ça aide notamment à éduquer les équipes dans les services support à bien poser les bonnes questions pour pouvoir aborder l'aspect de la criticité. J'essaie de revenir sur ma présentation. Alors, quels sont les outils électroniques? Moi, j'utilise Action Plan. Alors, j'utilise également Planner. Dans les outils électroniques, qu'est-ce que j'ai utilisé jusqu'à présent? Trello, Planner, Kanbanize, je l'ai utilisé un peu. Monday, pratiqué également, même si je reste quand même un fan de Trello sur la partie pure Kanban. Pour faire du management visuel, donc IOBEA. Mural également, ça peut permettre d'organiser du management visuel entre équipes, mais c'est un peu moins fait pour ça, c'est plus fait pour de l'animation, mais en tordant l'outil, on peut réussir à le faire. Donc vous avez Mural ou Miro qui peuvent fonctionner également par rapport à ça. Par contre, vous n'aurez pas la dimension Kanban comme peut le donner le Trello, puisque c'est vraiment le Trello ou Monday ou ces outils-là qui peuvent permettre de le faire. Trello, c'est bientôt fini? J'en sais rien. Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, c'est ma crainte. On commence à voir l'effet d'Atlassian sur Trello, donc si quelqu'un peut donner des infos, ce serait super à ce niveau-là. Mais je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Et puis, ce que je voulais vous passer comme message, c'est pourquoi le Kanban est tout-terrain également, c'est parce que c'est un cheval de Troie. Dans l'expérience que j'ai fait jusqu'à présent, le fait de mettre du Kanban en place, ça permet d'aborder d'autres outils que je vous ai listés là, et je ne vais pas forcément aller jusqu'au bout de tous ces développements-là, mais on peut vraiment pousser les choses. Quelles sont les questions que tu vas te poser pour poser le Kanban qui va correspondre à l'équipe, au contexte? Alors en fait, je ne me pose pas les questions, je leur fais se poser les questions. D'où l'idée que dans les ateliers de mise en place du Kanban, je démarre d'abord par une rétrospective. C'est-à-dire que je démarre d'abord sur le fait de les faire s'exprimer sur ce qui va pas, etc. Donc, ça permet d'en tirer non pas des actions, mais des conclusions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de traiter avec le tableau Kanban. Et ensuite, du coup, on va pouvoir déterminer comment on règle le Kanban. Et ensuite, j'ai une checklist que je pourrais partager avec vous qui consiste à dire qu'est-ce qu'on met en colonne, qu'est-ce qu'on met en ligne, qu'est-ce qu'on met dans un post-it, qu'est-ce qu'on veut suivre à l'intérieur du post-it, quelles sont les légendes qu'on met, est-ce qu'on veut suivre de la non-qualité, est-ce qu'on veut suivre du délai. Donc, je suis tout un déroulé, toute une liste de questions qui permet à l'équipe de pouvoir structurer son idée. Et l'objectif dans un atelier d'une demi-journée avec une équipe, c'est qu'ils finissent en partant avec un tableau qui est déjà, alors c'est un brouillon, mais ils partent avec un tableau qui est quasiment fait. Donc, du coup, j'ai une checklist à dérouler, mais j'essaie surtout de leur faire se poser des questions de ce qu'ils veulent, eux, faire par rapport à leur tableau. J'espère que j'ai répondu à ta question, Clément. Est-ce que les entreprises viennent d'elles-mêmes vers vous pour réaliser une transformation en management visuel? Qu'est-ce qui amène une entreprise à choisir Kanban? Alors, dans mon cas, je suis plus dans des cas où la demande vient sur le besoin de collaboration, de transversalité ou de réussir à faire comment est-ce que je peux dire ça? De réussir à faire que les projets fonctionnent mieux, qu'on gagne en efficacité. Et donc, l'outil n'est qu'un moyen pour le faire. J'ai assez peu de clients qui me demandent de faire du Kanban, en fait. La clé d'entrée, c'est comment améliorer la transversalité, la coopération ou l'efficacité dans l'opérationnel ou la gestion des projets. Donc, c'est ça qui… Et donc, en fait, les gens ne choisissent pas le Kanban, c'est moi qui l'amène. Je vais donner la checklist, je vais essayer de la mettre dans le chat, je vais la recopier et vous la mettre dans le chat. Si vous restez 5 minutes après la fin de la conférence, je vais vous la mettre à l'intérieur. Ça marche, mais là, en direct, j'ai un petit peu de mal à le faire parce qu'il me semble que je dois aller vous afficher un dernier post-it avant qu'on ait terminé. Ah, et dernière petite chose, c'est un de mes élèves dans une école qui m'a envoyé une photo une fois, c'est un tableau qu'ils ont mis en place au Ghana. Et donc, pour montrer la rusticité, c'est que même avec des morceaux de carton, etc., on peut réussir à mettre du Kanban à peu près n'importe où sur la planète. Et ça, c'était ma très grande satisfaction. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter lors de la construction du premier tableau? Alors oui, il y en a un.
c'est de faire que vous décidiez à la place de l'équipe. Et justement, j'ai tendance, moi, à ne pas mettre de limite à la créativité des équipes. C'est-à-dire que je préfère que les gens aillent jusqu'au bout dans leur fonctionnement. Est-ce que je connais getnav.com qui fait des métriques Kanban à partir d'un board de Trello, ZenHub, Jira? Non, je ne connaissais pas. Quid du personnel Kanban? Alors ça, c'est personnel. Moi, alors j'espère que je comprends bien la question. J'utilise un Kanban personnel pour mon travail perso, effectivement. Donc je le fais, donc je travaille le Kanban, j'ai un Kanban pour moi. Je vais essayer de mettre dans le chat la liste, ma checklist, si j'y arrive. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois que j'ai fait les 45 minutes. Élise? Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain. C'est moi qui vous remercie. Ça mérite petits applaudissements. Et donc, ne partez pas tout de suite. Je vous mets dans le chat la checklist, de manière à ce que vous ne la perdiez pas. J'essaie de la retrouver tout de suite. J'en ai pour une petite minute et je vous la mets sur le chat. Ça marche? Merci beaucoup, en tout cas, Sylvain. Tu clôtures la dernière conférence de cette première journée. Merci beaucoup. Les participants, n'hésitez pas à continuer à discuter avec Sylvain. On va retourner sur la prière. En terminant cette conférence, vous pouvez le retrouver à une table et partager. Et donc, je vais clôturer cette dernière conférence de la journée, mais l'événement ne se ferme pas complètement. Vous pouvez encore échanger dans l'Atrium. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous.